Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 août 2026 et notre cher ami, notre frère, Matthew Ho, est avec nous. Bon retour parmi nous, Matt. Bonjour Nima, ravi de vous voir. Nice to see you back, Matt. And let me start with Content de vous revoir, Matt. Et laissez-moi commencer par ce qui s'est passé avec l'Abraham Lincoln. Il semble qu'il va repartir et qu'ils vont remplacer le porte-avions par le George Washington. Comment voyez-vous cela? C'est un aspect de la question. L'autre point, c'est que Scott Bessent parle de poursuivre la guerre, d'exercer une pression économique sur l'Iran. Cela signifie qu'ils vont rester là-bas, qu'ils vont maintenir le blocus. Et nous ne savons pas s'ils vont attaquer, parce que le cercle rapproché de Donald Trump pense pouvoir faire pression militairement sur l'Iran, avec de nouvelles attaques, avec une nouvelle vague d'attaques contre l'Iran. C'est ce qu'a évoqué hier la chaîne israélienne Channel 12. Le commandant du CENTCOM, Brad Cooper, a dit aux Israéliens qu'il donnait à Donald Trump des informations ou qu'il lui fournissait une nouvelle liste de cibles à l'intérieur de l'Iran, qui contraindrait les Iraniens à négocier. Que se passe-t-il? Oui, j'en suis sûr. Absolument, à 100%. Oui, c'est le plan. Oui, je pense que c'est le plan C. Non? Le plan A, c'était le changement de régime. Le plan B, c'était de provoquer une forme de guerre civile, de trouble ou d'instabilité, de transformer l'Iran en Syrie. Et le plan C, c'est ça. C'est assez comparable au blocus et aux attaques contre l'Irak, de 1991 à 2003. Les gens s'en souviennent. Pendant ces 12 années, l'Irak a subi un blocus et un siège extrêmement strict et sévère. Il y avait des zones d'exclusion aérienne au-dessus du nord comme du sud de l'Irak. Les États-Unis bombardaient l'Irak tous les 3 ou 4 jours pendant toute l'administration Clinton. Et qu'est-ce que cela a produit? Une misère absolue pour les Irakiens et un gouvernement irakien qui prospérait grâce au marché noir, à la contrebande et à tout le reste. Donc vous savez, je pense que cette idée selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, ce serait différent, ou que cette fois-ci, ça marcherait avec l'Iran, alors que les conditions sont entièrement différentes de celles de l'Irak, et pas à l'avantage des États-Unis. L'Iran est un pays bien plus vaste, tant géographiquement que par sa population. Son économie est aussi beaucoup plus diversifiée que celle de l'Irak. Il a également été endurci pendant 47 ans, par au fond une guerre contre l'Occident, que ce soit par le siège et le blocus ou par la guerre ouverte. Et puis, vous avez aussi une direction politique différente en Iran de celle qu'il y avait en Irak. En Irak, vous aviez cette sorte de famille quasi royale, les Hussein. En Iran, vous n'avez pas cela. Enfin oui, un Khatami a remplacé l'autre Khatami. Mais d'une manière générale, il y a en Iran un pouvoir qui repose sur des convictions théologiques et idéologiques, soutenues par un nationalisme historique. Encore une fois, je veux dire, on peut tout à fait, je ne veux pas trop entrer dans le cas de l'Irak, mais oui, je pense que c'est le plan, et voilà pourquoi ils pensent que ça va marcher. Ah, et j'ai oublié, la grande chose que j'ai oubliée, bien sûr, c'est que l'Iran peut riposter. L'Iran peut riposter, l'a fait, et l'a fait très efficacement. Il a vaincu les Américains, les Israéliens et les Arabes. Donc c'est une situation complètement différente de celle de l'Irak. Mais je pense que c'est tout ce qu'ils ont. C'est le mieux qu'ils puissent faire. Et c'est ça le problème de l'Empire américain. Il a été superficiel. C'est un tigre de papier, peu importe comment on veut le décrire, parce qu'il n'est même pas capable de trouver des idées. Donc, ce n'est pas seulement l'idée que l'Empire américain est superficiel, au sens où ses forces aériennes et ses marines ne peuvent pas mener des campagnes pendant plus de quelques mois sans que tous les navires et les avions tombent en panne, puis sans se retrouver à court de munitions. C'est aussi que ces munitions n'ont pas vraiment l'effet qu'on s'attend à leur voir produire, n'est-ce pas? Ces armes, qui étaient censées permettre d'établir leur domination sur l'Iran,
afin que l'US Air Force et l'armée de l'air israélienne puissent simplement survoler librement l'Iran et faire exploser tout ce qu'elle voulait. Ça n'est jamais arrivé. Donc je veux dire, on a encore une fois toutes ces apparences, toutes les faussetés de la promesse de la puissance militaire américaine qui sont mises à nu. Mais, plus important encore, on voit à quel point les dirigeants américains sont vraiment médiocres, n'est-ce pas? Le manque de leadership américain, cette idée qu'ils sont incapables de trouver autre chose, c'est le mieux qu'ils puissent faire. Le plan A a échoué. Le plan B, c'est « Ah, d'accord. Eh bien, essayons de faire ce qu'on a fait avec l'Irak dans les années 90. Peut-être que ça marchera mieux cette fois-ci. » Je veux dire, c'est essentiellement ce qu'on voit ici. Yeah. Do you feel that Pensez-vous que Donald Trump va rester sur cette ligne? Donald Trump can Et peut-être que les attaques vont... and maybe the attacks Vous savez les informations que vous évoquiez. Vous disiez que la première option était de renverser le régime, le gouvernement iranien. Alors, à quelle option sommes-nous confrontés aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit de rester dans le conflit, de poursuivre le blocus et la pression économique, ou peut-être de mener aussi une forme d'attaque sur le sol iranien? Et comment comprenez-vous la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement? Eh bien, vous savez d'abord, on peut comparer ça à l'administration Clinton, au régime Clinton. Si on veut appeler les Iraniens un régime, autant appeler les Américains un régime eux aussi, surtout celui-là, Jésus. Mais la rationalité au sein de l'administration Clinton, vous savez, et les objectifs limités qu'ils avaient, ils cherchaient toujours à semer le trouble en Irak, à obtenir un changement de régime, à provoquer des coups d'État. Il y en a eu qui ont été tentés, ils ont tous été réprimés. Mais les limites et les attentes de l'administration Clinton vis-à-vis de l'Irak étaient certainement, je pense, particulièrement évidentes avec le recul. Et en réalité, ils essayaient simplement de contenir Saddam Hussein et d'espérer que tout se passe au mieux, d'espérer que quelqu'un renverse, vous savez, son régime. Oui. Mais là, on ne peut pas dire ça, parce qu'ils s'attendent à ce que ça marche quand même. Soit c'est ça, soit ils en ont tout simplement aucune idée. Et j'imagine que c'est à parts égales ici, non? Peut-être qu'ils pensent vraiment que ça va marcher. Mais peut-être aussi qu'ils n'en ont tout simplement aucune idée. On est face à une telle incertitude, à une administration tellement irrationnelle, tellement folle. Donc je pense que ce qu'on va avoir pour répondre à votre question, Nima, sur les options qu'ils ont, ce sera simplement la poursuite de ce qu'on a vu ces derniers mois. Une guerre intermittente. Parfois, il y aura une action militaire pendant 2 semaines d'affilée. D'autres fois, il y aura une action militaire pendant 1 ou 2 jours. Puis les négociations seront interrompues, puis elles reprendront. Et je pense que l'essentiel de tout ça tient au fait que Donald Trump veut garder le contrôle. Alors, est-ce qu'il exerce activement ce contrôle? Est-ce qu'il le met activement en œuvre? Est-ce que c'est lui qui donne l'impulsion, qui fixe le rythme, qui donne la direction de tout ça? Ou est-ce qu'il ne fait que réagir? Là encore, on peut en débattre. Mais je pense que dans son esprit, il a la main sur les commandes et il tourne le bouton. Guerre activée, guerre désactivée, négociation activée, négociation désactivée. Dans son esprit, il veut que tout cela soit entièrement quelque chose dont il fixe lui-même les règles, le récit, les titres, et ainsi de suite. Et je pense que c'est à cela qu'on a affaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je pense que cela signifie qu'on va voir se répéter tout au long de son administration ce qu'on a vu ces derniers mois. Les Iraniens viennent justement de dire l'autre jour, peut-être hier, qu'ils sont prêts à mener ce combat bien au-delà de la prochaine administration. Donc je ne pense pas qu'on puisse écarter cette possibilité. En fait, je pense, elle est probable. Je pense que cela se poursuivra dans les années 2030.
Cela dépendra beaucoup de la personne qui prendra les rênes de la Maison-Blanche en janvier 2029. Matt, comment décririez-vous la situation sous Pete Hegseth et son administration, essentiellement au sein de l'armée de terre et de la marine? On a déjà eu le Gerald Ford auparavant, vous savez. Les forces à bord du Gerald Ford n'étaient pas satisfaites de la situation, en revenant sur ce genre de problème. Vous vous souvenez de tous ces problèmes? Oui, bien sûr, oui. Et maintenant, l'Abraham Lincoln. Et ils envoient un autre porte-avions. Cela veut dire qu'ils vont rester là-bas presque 5, 6, 8 mois. Et comment voyez-vous les forces armées? Pensez-vous qu'on en arrive à ce point aujourd'hui? L'ambassadeur Chas Freeman m'a demandé de poser cette question à nos invités ici, qui ont une expérience militaire. Quelle serait la situation? Est-ce qu'on va voir une sorte de mutinerie au sein des forces? Vont-elles s'opposer à ces politiques? Quelle serait leur réaction et quelles seraient leurs limites pour s'opposer à ces politiques? Vous n'allez pas voir une mutinerie. Je veux dire ces tensions qu'on voit apparaître sur le Lincoln. Et si ça se produit sur le Lincoln, alors ça se produit, excusez-moi, sur tous les autres navires là-bas. Ça se produit donc sur le porte-avions. Ça se produit sur les destroyers. Ça se produit sur les frégates. Ça se produit sur les navires d'assaut, sur les navires logistiques, etc. Vous savez, rester en mer aussi longtemps, c'est trop long. C'est pour ça que la marine ne le fait pas. Si rester en mer pendant 250 jours, sans escale pendant 200 jours, ou je ne sais plus exactement combien, était quelque chose de courant, quelque chose qui n'épuiserait pas les équipages, quelque chose qui ne briserait pas leur morale, quelque chose qui n'aurait pas été compris tout au long de l'histoire de la marine américaine, alors ils le feraient régulièrement. Mais c'est pas le cas, parce que la pression est trop forte pour l'équipage. L'épuisement est trop important pour l'équipage. Les gens qui disent « Oh, ce sont des mauviettes ». Si quelqu'un dit ça, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Bordel. Franchement, c'est aussi simple que ça. S'ils font escale tous les 30 à 45 jours, c'est pour une raison. L'épuisement des équipages, c'est une réalité. Être à bord d'un navire en mer, c'est comme être en prison, sauf qu'on n'a vu que sur l'océan. C'est tout. Sur la mer. Et si vous avez déjà été en mer, comme moi, vous savez qu'il y a là-dedans quelque chose de très vrai. Le plus longtemps que j'ai passé en mer d'une traite, c'était environ 2 semaines. C'est la plus longue période que j'ai passée en mer, sans escale au port. Et croyez-moi, c'était très très long. Donc cette idée qu'ils mènent des opérations en permanence, qu'ils n'ont pas eu de repos et qu'ils ne peuvent pas être ravitaillés, on peut parler du ravitaillement, parce que c'est un échec absolu de la part de la marine. Eh bien, c'est le stress et l'épuisement de l'équipage qui conduisent à ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils ne font pas ça. C'est pour ça qu'ils font escale tous les 30 à 40 jours. C'est pour ça que, si vous êtes sur un navire de la marine, vous avez droit à une distribution de bière. Vous avez de la bière. À votre 45e jour en mer, ça montre à quel point la situation est extrême. Rester aussi longtemps en mer, sans entrer dans un port, est-ce que c'est une pratique normale dans la marine? Si vous êtes en mer pendant 1 mois et demi sans faire escale, le commandant ouvre la réserve de bière, non? Et l'équipage reçoit de la bière, parce que c'est tellement stressant. Mais concernant cette question de ravitaillement, leur nourriture est mauvaise. Ils ne peuvent pas obtenir de savon, de déodorant et toutes ces autres choses. Ça ne devrait pas arriver. La mission de la marine, c'est de faire la guerre. Donc l'idée qu'ils ne puissent pas se ravitailler en mer alors qu'ils sont en guerre, c'est tout simplement un échec de la marine dans sa mission principale.
Et donc, je veux dire, ça nous amène à la question des forces. On a une force sursollicitée et sous-dotée, aussi bien en navire qu'en personnel. Je veux dire cette idée d'étendre la marine à plus de 300 navires. Encore une fois, pour égaler les chiffres chinois, ça paraît très bien. Mais ça coûte une fortune. Il nous faudrait 100 ans pour construire ces navires. La moitié ne serait jamais construite. Et d'ailleurs, on n'a pas assez de marins pour les armer. On a à peine assez de marins pour armer les navires dont on dispose aujourd'hui, si tant est qu'on en ait même assez pour ça. Il faudrait demander à Larry Wilkerson, il connaît très bien ces chiffres. Mais cette idée qu'on a une flotte sursollicitée, sous-dotée et en sous-effectif est aggravée par le fait que ces navires ne fonctionnent pas. Ils tombent en panne en permanence. Ils ne peuvent pas rester en mer pendant de longues périodes sans rencontrer de problèmes. Il y a quelques semaines, on a vu le commandant des forces américaines en Europe, qui est responsable de la Méditerranée et par conséquent des défenses aéronavales d'Israël, déclarer « Je n'ai pas assez de destroyers. J'en ai 5 qui me sont affectés. Enfin, 3 sont immobilisés dans les chantiers navals. Il ne m'en reste que 2. » Vous voyez? Et cette question des porte-avions. Pourquoi le Lincoln est-il toujours en mer? Il a remplacé, comme vous l'avez dit, le Ford. Pourquoi le Ford est-il resté en mer si longtemps alors que nous avons 11 porte-avions? Toute l'idée, c'est que nous sommes censés pouvoir en déployer jusqu'à 7 en même temps, peut-être même 8. Nous n'en sommes pas capables. Au total, sur 11, nous pouvons en avoir 2 en opération. Et c'est le George Washington qui arrive pour remplacer le Lincoln. On la retire de sa position, de son poste en Asie. C'est ça. Donc le George Washington, qui est l'un de nos porte-avions que nous maintenons en mer de Chine méridionale et en Asie de l'Est, vous savez, etc., à cause de la Chine et de la Corée du Nord, on le retire de cette zone pour le mettre en mer d'Arabie. On n'en a pas d'autres. Où sont les 8 autres porte-avions? Eh bien, ils sont tous immobilisés en cale sèche ou ils ont été immobilisés dans les chantiers navals et leurs délais ont été repoussés. Et donc, ceux qui sont en mesure d'être déployés ont énormément de retard dans leur entraînement. C'est ça. Alors, on ne peut pas les déployer avant qu'ils soient prêts, parce qu'il faut qu'ils soient capables de travailler avec les groupes aériens embarqués à bord, etc. Et ainsi de suite. Donc je veux dire, ça montre vraiment, une fois de plus, cette superficialité, cette insuffisance, non seulement des forces impliquées, mais aussi du commandement. C'est un problème qui dure depuis des décennies. On a eu ce problème avec l'armée de terre et le corps des marines tout au long des guerres d'Irak et d'Afghanistan, où des soldats et des marines partaient en déploiement, encore et encore et encore, à cause des effectifs, à cause des problèmes de personnel, parce que nos forces opérationnelles n'avaient pas les ressources suffisantes pour faire face à leurs engagements. Et vous aviez des généraux qui étaient promus, puis promus, puis promus. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Vous avez des amiraux et des généraux qui ont grandi, qui ont fait carrière, qui ont appris à gravir les échelons pendant ces guerres en Irak et en Afghanistan, en Syrie et en Irak contre l'État islamique. Notre armée de l'air, notre marine et notre corps des marines étaient à court de bombes pour combattre l'État islamique et ses pick-up. D'accord? C'était il y a 10 ans et ils n'ont pas résolu ce problème. Et nous en sommes là aujourd'hui. D'accord? Je veux dire, encore une fois, il y a beaucoup à dire sur le complexe militaro-industriel, sur son niveau de corruption, sur ses pratiques malhonnêtes, sur le fait qu'il fabrique des armes qui ne sont pas conçues pour assurer la défense des États-Unis, mais pour garantir les profits des sous-traitants. Et qu'est-ce qu'on obtient alors? Des navires qui tombent constamment en panne, des avions qui ne peuvent pas voler, des munitions qui ne fonctionnent pas comme annoncé, et qu'ils ne peuvent pas produire en quantité suffisante pour que les États-Unis puissent faire la guerre pendant plus de quelques mois.
Mais il y a aussi ce commandement, n'est-ce pas? Ces amiraux et ces généraux qui ont prospéré au sein de cette armée américaine, corrompue, lâche et faible. Et maintenant, ils sont au sommet. Voilà donc le résultat quand nous sommes réellement en guerre. Une guerre de choix, une guerre d'agression, mais tout de même une guerre contre un autre État-nation. Et voilà ce qui se passe. Matt, Matt, est-ce que vous pensez que la manière dont Donald Trump parle de la guerre, c'est simplement de la rhétorique, ou bien qu'il a quelque chose en tête? Parce qu'après tout, vous avez évoqué les difficultés auxquelles ces forces américaines sont confrontées. On suppose, vous l'avez dit, que tous les 30 ou 40 jours, ces gens doivent aller quelque part. Sinon, ça va devenir trop difficile. Et ces hommes, ces forces à bord du porte-avions Abraham Lincoln, ils sont restés plus de 250 jours. J'imagine, j'ai vu une vidéo de l'un de ces porte-avions. Ils dorment dans un espace grand comme ça. C'est tout simplement incroyable. C'est une cellule. C'est incroyable. Unbelievable. It's a cell. It's exhausting. It's non-stop. C'est épuisant. C'est sans arrêt. Les porte-avions mènent des opérations. Je connaissais un type qui travaillait sur le pont d'un porte-avions. Et leur zone de couchage, là où ils dormaient, se trouvait sous le pont d'envol. Donc, en permanence, selon le côté, selon l'extrémité du pont d'envol où vous êtes, soit des avions décollent, soit des avions atterrissent. En gros, juste au-dessus de vous. Vous imaginez ça? Cette répétition, jour après jour, vivre dans un espace aussi exigu. Et maintenant, il n'y a plus de savon, ni de déodorant, donc tout le monde sent mauvais. Enfin, on peut en rire. Mais la réalité, c'est ce stress, le fait de vivre quasiment dans des conditions carcérales à ce rythme-là. Et puis, vous savez, une grande partie de ce travail est dangereuse, difficile, stressante. Travailler sur le pont d'un porte-avions, c'est dur. Je veux dire, c'est vraiment très dur. Alors, quand on pense aux 5000 hommes et femmes à bord de ce navire et à la dégradation qui se produit à cause de cet épuisement, qu'il soit mental ou physique, cela commence à se voir dans les problèmes de morale, mais aussi dans les problèmes de santé mentale, sous la forme, semble-t-il, d'un bon nombre de tentatives de suicide. Voilà ce que Donald Trump a déclaré, Matt, il y a quelques instants. Et après avoir fini de vaincre l'Iran, qui est en train d'être très sévèrement vaincu, très bientôt, je déclarerai le détroit d'Ormuz, territoire des États-Unis. Hormuz Strait, a territory of the United States. En gros, c'est ça. Nous avons le blocus. Aucun navire ne passe à moins que nous le voulions. Je veux dire, voilà ce à quoi nous avons affaire pour les 2 ans et demi qui viennent. Cet homme, tout tourne autour de son héritage personnel. Et cet héritage, c'est lui-même qui le définit dans son esprit. Je veux dire, quand les gens parlent d'épisodes historiques où il y a eu des présidents fous, des rois fous, des empereurs fous, voilà à quoi ça ressemble. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Pensez-vous que quelque part au sein de l'establishment aux États-Unis, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire avec Donald Trump? Parce que la réalité est totalement différente de ce dont il parle. Et je ne sais pas combien de temps il peut continuer comme ça, en essayant de remodeler sa perception du conflit, plutôt que de regarder les réalités du conflit. Combien de temps cela peut-il durer? En réalité, les États-Unis étaient prêts à dépenser environ 8 000 milliards de dollars pour soutenir les guerres en Irak et en Afghanistan. Ils peuvent faire la même chose ici. Et encore une fois, tout dépend du rythme que vous voulez adopter et du type de limite que vous voulez fixer
pour maintenir tout cela dans un cadre, n'est-ce pas? Alors, quelles lignes rouges et quels seuils les Américains ont-ils établis qu'ils ne vont pas dépasser? Ou qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire, qui risquerait de provoquer, disons, une attaque iranienne contre Israël? Mais il y a aussi les limites très réelles des forces américaines. Encore une fois, qu'il s'agisse des navires et des avions qui tombent sans cesse en panne, des munitions qui s'épuisent, du personnel épuisé, de l'incompétence du commandement militaire américain, et ainsi de suite. Vous savez, alors quelles sont les limites? Mais fondamentalement, ça pourrait continuer pendant des années. Je veux dire, maintenir un blocus comme ils le font, oui, c'est tout à fait faisable. Avoir 20 navires là-bas, ça va être difficile. Ça va mettre beaucoup de pression sur la marine américaine. On pourrait penser que 20 navires ne devraient pas vraiment mettre autant de pression sur la marine américaine. Mais comme on le voit, c'est le cas. Et cela oblige les Américains à retirer des forces d'autres régions du monde. Donc, comme on vient de le dire, vous n'aurez pas de porte-avions en position en Asie de l'Est, n'est-ce pas? Parce qu'il faut le redéployer au Moyen-Orient. Alors peut-être qu'à un certain moment, ils commenceront à trouver leur rythme, à établir une cadence, et qu'ils pourront faire tourner les forces. Et c'est la même chose avec l'armée de l'air, la marine, les marines et l'armée de l'air. L'armée de l'air, vous savez, avec ses escadrons, peut mettre en place quelque chose qui, surtout s'il s'agit d'un engagement limité, lui permet d'atteindre un point où elle est capable de soutenir ce qu'on a vu, disons, au cours du dernier mois environ. Elle pourrait probablement le faire indéfiniment. Le problème, toutefois, c'est qu'elle peut le faire indéfiniment. Mais vous savez ce que les Iraniens peuvent faire. Ils peuvent en faire davantage, indéfiniment. Comme on l'a vu pendant ces 2 semaines de combat en juillet, oui, les Américains ont effectué beaucoup de sorties. Ils ont tiré un grand nombre de leurs munitions d'attaque à distance, qu'il faudra des années pour reconstituer. Mais qu'ont-ils fait aux Iraniens? Quel effet ont-ils eu sur eux? Certainement aucun sur leur volonté politique. Elles n'ont fait que renforcer la volonté politique iranienne et convaincre les Iraniens encore indécis qu'il n'y a pas de solution diplomatique ici. Nous devons simplement contrôler ce que nous pouvons contrôler et dissuader en permanence les Américains, les Israéliens et leurs alliés arabes. Et je pense que c'est ainsi que l'Iran doit avancer. Mais vous savez, si les Américains mettent en œuvre ce que nous pensons qu'ils vont mettre en œuvre, ils vont essayer de gérer les choses de façon à ce que la réponse iranienne reste toujours limitée, ou en dessous du seuil, ou dans la marge de manœuvre dans laquelle les Américains tentent d'agir. Et je ne pense pas que les Iraniens feront ça. Encore une fois, ce qu'on a vu pendant ces 2 semaines de combat, en juillet dernier, c'est que les Iraniens ont repris là où ils s'étaient arrêtés et ont continué à dégrader, à détruire les principales bases américaines dans le Golfe. Ils se sont vraiment concentrés sur le Koweït et Bahreïn, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les Koweïtiens et les Bahreïnis étaient les plus actifs dans leur soutien aux Américains. Mais aussi parce qu'il reste au Koweït et à Bahreïn des installations très importantes de commandement et de contrôle, ainsi que des radars et des moyens de communication. Les Iraniens les ont donc neutralisés. Ils ont repoussé les forces américaines plus à l'ouest, si bien que les Américains sont essentiellement retranchés soit en Jordanie, soit en Israël. Et puis les Iraniens, comme on l'a vu, disons lors de cette 2e semaine de combat sur 2 semaines, se sont concentrés sur la Jordanie, précisément là où ces forces américaines sont regroupées. Des cibles plus faciles. Ils les ont visées. Il n'y a donc aucune raison de penser que les Iraniens souffrent du manque de ressources, de la surextension ou des insuffisances que connaissent les Américains. Donc si cela reprend dans des conditions similaires à ce qu'on a vu en juillet, qu'est-ce qui empêcherait les Iraniens de nous entraîner dans une 3e semaine, puis une 4e semaine?
et de forcer les Américains à quitter la Jordanie pour aller où? Entièrement en Israël? En Grèce, d'accord? À Chypre, c'est essentiellement ce qui se profile. To Cyprus, that's essentially what you're looking at. The American strategy here. Donc, la stratégie américaine ici, si tant est qu'on puisse appeler ça une stratégie, enfin, quoi qu'ils fassent, leur problème, c'est que les Iraniens peuvent en faire davantage. Mais la volonté politique aux États-Unis, à Washington, est ce qu'elle est. Et c'est exaspérant, parce que les sondages d'opinion NIMA sont tous très clairs là-dessus. Si Donald Trump se retire de tout ça, il n'en subit aucun coup politique. Il subit déjà un coup politique pour avoir déclenché cette guerre. C'est fait. C'est déjà intégré. Mais s'il se retire, il ne subit pas davantage de dommages politiques. Il ne perd pas davantage de capital politique en se retirant de cette affaire, du moins auprès des Américains. Mais il ne le fera pas. Washington reste déterminé à obtenir la victoire ici. Et le président américain, encore une fois, mesure sa réussite à l'aune de l'héritage qu'il se définit lui-même, dans son propre esprit. Matt, le Conseil de la paix, comme vous le savez, dispose d'un document en 15 points. Il y a la première phase du cessez-le-feu, le soi-disant cessez-le-feu. Et puis la deuxième phase, il semble qu'Israël dise « nous n'allons pas la mettre en œuvre ». Et la Turquie et l'Égypte. Exactement. Mais il semble que la situation devienne très sérieuse pour la Turquie et l'Égypte. Hier, le ministre turc des Affaires étrangères a déclaré « Nous allons prendre des mesures radicales. » Je ne sais pas ce que cela signifie. Si les États-Unis ne font pas pression sur Israël et ne le contraignent pas à le faire. Et nous avons, comme vous le savez, un nouvel accord entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan également, dans le cadre des nouvelles conditions qui émergent dans la région. À mon avis, elles sont la conséquence de cette guerre. Comment voyez-vous la manière dont Israël persiste dans ses politiques à Gaza? Allons-nous enfin voir la Turquie faire quelque chose? Ou bien est-ce seulement des paroles, sans action? Je pense qu'avec Erdogan, ce ne sont que des paroles, sans acte. Je ne sais pas quelle pourrait être leur action radicale. Et c'est pareil pour les Égyptiens. Je ne sais pas quelle action radicale ils pourraient mener. Ils pourraient, ils ne vont pas traverser de force les lignes israéliennes pour rouvrir le poste frontière de Rafah ou faire quoi que ce soit de ce genre. Les Turcs ne vont pas envoyer des F-16 au-dessus de Khan Yunis ou de Rafah pour protéger les Palestiniens. Je veux dire, on ne verra rien de ce genre, rien qui ait une réelle importance. J'espère me tromper. J'espère qu'ils vont faire quelque chose qui va nous surprendre et qui aura un effet réel sur les Israéliens. Il s'agit de la victoire. Il s'agit de victoire. C'est tout. C'est la meilleure occasion. Les Israéliens l'ont répété encore et encore après le 7 octobre. C'est la meilleure occasion que nous ayons eue depuis des décennies pour achever ce qui a commencé en 67. Ou, comme beaucoup d'entre eux le disent, pour réparer l'erreur commise en 48 en n'allant pas jusqu'au bout. Donc il s'agit simplement de mener à bien, d'achever le nettoyage ethnique de Gaza. Et je pense que les Israéliens sont prêts à le faire sur, disons, 10 ou 15 ans. Je ne pense pas que les Israéliens aient le moindre intérêt, le moindre désir ou le moindre besoin d'en finir d'ici l'année prochaine. Je pense qu'ils préfèrent le faire plus lentement, étrangler et tuer lentement la population restante de Gaza, au bon rythme. Les 30% du territoire qui reste aux Palestiniens là-bas, et puis à terme, commencer les colonies à Gaza, etc. Mais si ça prend 5 ans, 10 ans, je pense que les Israéliens l'acceptent. Pour eux, évidemment, l'enjeu, c'est la Cisjordanie. Et on voit clairement cette annexion en cours. Le problème pour les Israéliens, c'est qu'ils ont besoin davantage de force sur le terrain. Leurs engagements au Liban et en Syrie étirent trop l'armée israélienne. Mais il y a assurément ce désir de victoire, encore une fois, d'accomplir
ce qui n'a pas été accompli en 48. C'est l'occasion de corriger cette erreur. C'est comme ça qu'ils le disent. Je pense que c'est ce qu'ils voient comme une possibilité. Je pense que pour la Cisjordanie, ils ont peut-être un calendrier plus court que pour Gaza. Parce que je pense qu'à Gaza, ils peuvent arriver à un point où ils l'étranglent, tout simplement. Le Conseil de la paix, aussi absolument révoltant que cela soit, est l'agent du droit international. Rappelons-le tous, le Conseil de sécurité des Nations unies l'a autorisé, l'a mis en œuvre, a créé le Conseil de la paix. Donc, le Conseil de la paix est l'organisme autorisé au niveau international, un facilitateur, un intermédiaire pour Gaza. Alors, si une administration démocrate arrive à la Maison-Blanche et veut faire quelque chose à ce sujet, que peut-elle faire? Et je pense aussi que quoi que cela veuille dire, si un démocrate prend la Maison-Blanche en janvier 2029, tant que Gaza est lentement étranglé et qu'il se passe d'autres choses dans le monde pour détourner l'attention, une Maison-Blanche démocrate acceptera très bien de suivre cette voie. Mais la question alors, c'est la Cisjordanie et l'attention portée à la Cisjordanie. Je pense donc que les Israéliens veulent tirer le plus possible de la Cisjordanie au cours des 2 prochaines années. Et c'est pourquoi on a vu une hausse des opérations menées là-bas, à la fois par les String et par la Medescument. Malheureusement, en Occident, on a l'impression que les attaques des colons reçoivent beaucoup plus de publicité et d'attention que les opérations de l'armée israélienne. Je veux dire, les deux sont atroces. Je ne veux rien enlever à ce que font les colons. Je crois que la semaine dernière, 500 attaques de colons ont été recensées en Cisjordanie. Mais quand on regarde qui tue les Palestiniens, qui les détient, et aussi qui donne aux colons la possibilité de faire ce qu'ils font, c'est l'armée israélienne. Je veux dire, bien plus d'1 millier de Palestiniens ont été tués en Cisjordanie ces 2 dernières années. Presque tous l'ont été par l'armée israélienne. Et c'est la même chose pour les milliers de personnes détenues, dont beaucoup sans aucune inculpation. Tout cela est le fait de l'armée israélienne. Donc même quand les colons font quelque chose, quand ils incendient les villages et que des colons tuent des gens pour détruire les terres agricoles, etc., c'est l'armée israélienne qui les laisse faire. Le village chrétien de Taïba, qui est essentiellement sous blocus, c'est l'armée israélienne. Les colons sont là, mais c'est l'armée israélienne qui applique ce blocus du village. C'est l'armée israélienne qui va tuer le dernier village chrétien encore existant en Cisjordanie, en Palestine, là, en Cisjordanie. Donc je pense que ce sera leur priorité. Comment ils vont gérer le désordre qu'ils ont créé en Syrie et au Liban. Gardez ça en tête, on verra. Mais je pense que c'est là où on est Israël en ce moment. Et cela, quel que soit le vainqueur en octobre, n'est-ce pas? Que ce soit Netanyahou, Eisenkot, Bennett ou qui que ce soit d'autre. Il semble que Benjamin Netanyahou ait une sorte de problème en Israël parce qu'il lui faut au moins 61 sièges. Or, il en est actuellement à quelque chose comme 52 ou 55, quelque chose comme ça. Et l'opposition, elle, en a 67. C'est beaucoup. Il a besoin de... Et les gens demandent à Donald Trump s'il va soutenir Benjamin Netanyahou. Vous pensez que... Partons du principe qu'il le soutient. S'il soutient Benjamin Netanyahou, est-ce que ça va l'aider en Israël? Eh bien, dans l'esprit de Donald Trump, il se souviendra que Donald Trump a dit qu'il pouvait, vous savez, qu'il est plus populaire là-bas que Netanyahou et qu'il pourrait devenir le prochain premier ministre d'Israël s'il le voulait. Ce serait quelque chose s'il s'installait là-bas, non?
I don't know what he's going to do. I mean, who knows what he's going to do. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Enfin, qui sait ce qu'il va faire? Je sais que Donald Trump était très populaire en Israël, puis pendant l'été, quand l'écart s'est creusé entre les États-Unis et Israël à propos du protocole d'accord, à propos de l'exigence dans ce protocole d'un cessez-le-feu au Liban, Marco Rubio est intervenu et a créé son propre accord de paix pour le Liban, ce qui a permis à Israël de sortir du protocole d'accord. Tout ça, c'était un chaos absolu. C'est toujours incroyable quand on y repense, vous savez. Je ne sais pas quelle est aujourd'hui la popularité de Donald Trump en Israël. Je vais faire une supposition pas très audacieuse. Je dirais qu'il est plus populaire en Israël qu'aux États-Unis. Mais bon, on verra. On verra ce qu'il fait et quel effet cela aura sur Netanyahou. Et encore une fois, je sais que certains de ces types ont fait des déclarations. Je sais que Bennett a fait des déclarations sur la Cisjordanie, dénonçant les actions des colons. Mais je pense qu'au final, il n'y aura aucun changement. Donc, que le soutien de Trump à Netanyahou ait un effet ou non, je pense que pour les Palestiniens, comme pour les Libanais et les Syriens, rien ne changera, quoi qu'il arrive. There's no change regardless of what happens. Does Israel want, Matt, the continuation of the war? Israël veut-il, Matt, poursuivre la guerre avec l'Iran? Ou bien les Israéliens se voient-ils, comme vous l'avez dit, en quelque sorte trop engagés, trop étirés, parce qu'ils sont en Syrie, au Liban, à Gaza, en Cisjordanie, et qu'ils veulent être partout? S'ils veulent poursuivre la guerre, ce sera les États-Unis, pas Israël. Je ne vois pas Israël avoir les capacités de continuer la guerre ou de relancer une attaque contre l'Iran. Quelle est votre perception de tout cela? Oui, enfin, Israël ne peut pas attaquer l'Iran tout seul. Il a besoin des États-Unis pour toute une série de choses. La plus importante ou la plus cruciale, ce sont nos avions ravitailleurs. Mais Israël a aussi été très prudent, si vous voulez, en préservant ses défenses aériennes. Ils ont donc été contents de voir les Américains tirer dans leur stock de THAAD, de Patriot, de SM-3 et de SM-6 pour défendre Israël, tandis qu'Israël en gardait une grande partie en réserve pour les mauvais jours, si vous voulez. Si tout cela était épuisé, les Israéliens se retrouveraient alors exposés. Ils devraient se défendre seuls, mener eux-mêmes des opérations offensives, tout en maintenant l'occupation du Liban, l'occupation de la Syrie, l'occupation et l'annexion de la Cisjordanie et le génocide à Gaza, ce qui, encore une fois, fait trop. Et ils l'ont dit encore et encore. Maintenant, la réserve, c'est la suivante. Combien de généraux ont expliqué à leurs responsables politiques au cours de l'histoire qu'ils étaient en surextension ou que cette campagne serait trop lourde à mener et que leurs responsables politiques ont fait ce qu'ils voulaient malgré tout? Je veux dire, on le voit en ce moment même avec les États-Unis, n'est-ce pas? Les États-Unis sont clairement en surextension militaire et ils le sont aussi, clairement, simplement en essayant de soutenir l'Ukraine sous l'administration Biden. Et donc, bien sûr, vous savez, il existe de nombreux précédents historiques où Israël a une armée en surextension et où les responsables politiques du pays s'en moquent parce qu'ils veulent atteindre les objectifs qu'ils veulent atteindre. Je veux dire, il y a eu, vous savez, l'actuel chef d'état-major de Tsahal et quoi? Le combienième chef d'état-major israélien d'affilée à dire « Nous sommes en surextension, nous n'avons pas assez de troupes pour tout faire ». Je veux dire, l'armée israélienne le dit constamment, parce qu'ils sont une toute petite nation qui dépend d'une force de réserve. Alors, les Israéliens, je pense, enfin regardez, beaucoup d'entre eux ont le sentiment d'être dans leur bon droit. Ils croient être engagés dans une lutte cosmique. Ils croient que Dieu est de leur côté. Ils ne sont certainement pas les premiers à le croire, loin de là. Je veux dire, les Allemands avaient « Gott mit uns », n'est-ce pas? Dieu est avec nous, sur la boucle de leur ceinture, n'est-ce pas? Vous savez, allez derrière ma maison, au cimetière derrière chez moi.
go behind my house, the cemetery behind my house. I have a lot of Confederate soldiers buried back there. J'ai beaucoup de soldats confédérés enterrés là-bas. Et, vous savez, la Confédération, il y a ces petites plaques confédérées sur leur tombe. Et au dos, Deo Vindis, n'est-ce pas? Dieu nous justifiera. C'était la devise de la Confédération pendant la guerre de sécession, n'est-ce pas? Enfin, ce ne sont donc pas les premiers à croire qu'ils ont cette puissance sacrée derrière eux, ainsi que le grand arc cosmique de l'histoire dont ils feraient partie. Et, peut-être plus important encore, du moins concrètement, ils savent aussi qu'ils ont le trésor américain derrière eux. Alors, dans quelle mesure cela est en train d'évoluer et de changer? On en a beaucoup parlé. Mais vous savez, pour l'instant, ils sont, je pense, assez convaincus que les Américains viendront toujours les tirer d'affaire. Et vous l'avez vu aussi avec les spéculations autour des 5000 Marocains, ou plutôt, pas seulement des Marocains, beaucoup plus de gens venant d'autres régions d'Afrique qui sont entrés dans l'enclave espagnole, là-bas, il y a quelques semaines. Vous savez, il y a toutes sortes de spéculations sur la manière dont cela s'est produit et sur les raisons. Certaines avancent que les Américains poussent les Marocains à faire pression sur l'Espagne, parce que l'Espagne n'a pas été utile pendant la guerre en Irak. Mais, à un niveau plus profond, il y aurait le désir des Américains de prendre le contrôle du détroit de Gibraltar, par crainte que cette enclave espagnole, si c'était le cas, puisse servir à bloquer les passages entrant et sortant de la Méditerranée pour Israël. Je veux dire, on voit bien l'importance, pour les Américains comme pour les Israéliens, de conserver la capacité de soutenir Israël, quoi qu'il arrive. Et donc maintenant, avec le canal de Suez qui a été touché par un drone il y a quelques semaines, on a vu la mer Rouge fermée aux Israéliens depuis environ 3 ans. Leur port sur la mer Rouge, Eilat, a fait faillite il y a quoi? 2 ans. Je veux dire, la capacité des Américains à maintenir Israël en vie, à le maintenir à flot, si vous voulez, on la retrouve dans différents courants de pensée américains et israéliens. Parce que les Israéliens comprennent que c'est leur ligne de vie. Et tant qu'ils ont les Américains avec eux et leur trésor public. Encore une fois, les Américains sont prêts à dépenser 8 000 milliards de dollars pour leur guerre en Irak et en Afghanistan, à dépenser 150 milliards pour la guerre en Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'ils ne dépenseraient pas pour Israël? Et je rappelle simplement qu'à partir des années 1990, les États-Unis ont mis en place des garanties de prêts pour Israël. Il existe un très bon rapport du Congressional Research Service à ce sujet. Et si vous consultez ce rapport et lisez les notes de fin, vous verrez des commentaires israéliens montrant qu'ils comprennent que cette garantie américaine de prêt est précisément destinée à fournir ce type de bouée de sauvetage en cas de guerre ou d'autres situations d'urgence extrêmes. Je pense donc que les Israéliens ont cette conviction que non seulement tant que Dieu est avec eux, mais aussi tant que le trésor américain est avec eux, ils peuvent tout faire. Et maintenant, bien sûr, nous assistons à cette fusion, vous savez, à travers la dernière version du National Defense Authorization Act américain, à cette fusion des armées israéliennes et américaines. Et cela a toutes sortes d'implications ici. Mais l'une d'elles, c'est que si vous créez cette, je ne veux pas appeler ça une relation, mais si vous intégrez Israël au complexe militaro-industriel américain et que vous en faites un élément permanent, alors ce soutien sera toujours là. De même pour le renseignement. C'est un autre aspect. Les Israéliens sont intégrés à la communauté américaine du renseignement d'une manière qui leur permet d'obtenir tout ce qu'ils veulent. Donc ce soutien, je pense, donne aux Israéliens la confiance qu'ils peuvent faire plus que n'importe lequel d'entre nous ne le pense. Et c'est aussi pour ça que quand on regarde ce que les Israéliens eux-mêmes disent de leurs plus grandes menaces, ils ne parlent pas de menaces extérieures,
Ils parlent de menaces intérieures, n'est-ce pas? Ils disent « ce sont nos propres gens ». C'est le plus gros problème. Le terrorisme juif est notre plus gros problème. C'est ce qu'ont dit les chefs du Shin Bet. C'est ça. Je veux dire, je pense que le fait de comprendre que les Israéliens estiment avoir les Américains derrière eux, quoi qu'il arrive, nous aide à comprendre pourquoi ils pensent pouvoir ignorer le fait qu'ils sont ce petit pays qui essaye de faire face à tout ça. Ils peuvent ignorer les problèmes liés au fait d'étirer leurs forces au maximum. Ils peuvent ignorer le fait qu'ils ont, en substance, une armée de réserve mobilisée en permanence, tout en menant, en gros, des occupations au Liban et en Syrie, en Cisjordanie et à Gaza. Et je pense que ça nous aide à comprendre pourquoi ils pensent pouvoir faire tout ça. Oui. Je pense qu'avec ces deux nouvelles résolutions, le fait que les services de renseignement et l'armée des États-Unis coopèrent d'une manière ou d'une autre avec leurs homologues israéliens ou fusionnent avec eux serait l'un des grands enjeux de la décennie à venir. Vous savez, et il y a autre chose aussi, Nima. Cela nous ramène à ce dont on parlait, les forces américaines qu'on pousse à entrer en Israël. Pendant des décennies, les États-Unis n'ont pratiquement eu aucune présence militaire en Israël. Je crois qu'au début de cette guerre, en février, les États-Unis avaient 2 bases en Israël. Et c'était 2 bases assez petites, même très petites, probablement destinées à gérer la défense aérienne au-dessus d'Israël et dans la région. Or, Israël a toujours été très réticent à l'idée d'avoir les Américains sur place. Ils ont toujours voulu mener leur guerre seuls. Bien sûr, ils veulent un soutien logistique, du renseignement, de l'argent, être réapprovisionnés, mais ils veulent mener ces opérations eux-mêmes. Ils n'aiment pas que d'autres s'en mêlent. Et maintenant, on voit les Américains présents en Israël d'une manière dont ils ne l'ont jamais été auparavant. Et c'est certainement parce qu'ils y ont été poussés. Où voulez-vous que ces avions ravitailleurs aillent, par exemple? Mais je pense qu'il y a aussi un autre aspect. Cette prise de conscience qui évolue en Israël. Une grande partie est liée à l'évolution de la situation politique aux États-Unis. Et puis bien sûr, il y a maintenant la mesure NDAA dont nous venions de parler. En installant ces forces américaines aux côtés des forces israéliennes, en déployant ces escadrons de l'US Air Force sur des bases aériennes israéliennes ou à Ben Gurion, vous savez, l'aéroport international où se trouvent beaucoup de ces avions ravitailleurs, vous avez désormais cette possibilité partagée, cette expérience commune entre les États-Unis et Israël. Ainsi, à l'avenir, lors de toute attaque contre Israël ou contre les forces israéliennes, il pourrait y avoir des forces américaines stationnées au même endroit. Dès lors, pour les États-Unis, la question ne se limite plus à Israël, avec qui nous avons une relation à toute épreuve, notre plus grand allié, et ainsi de suite. Non. Il y a aussi des forces américaines sur place qui se trouvaient sur cette base aérienne lorsqu'elle a été attaquée. Les États-Unis ne disent donc plus seulement « nous devons faire cela pour défendre Israël ». Ils disent aussi « il s'agit de notre propre défense ». Je pense donc que, dans l'évolution de la structure et du déploiement des forces, nous verrons quelque chose qui répond à plusieurs objectifs. Mais l'un d'eux sera d'intégrer davantage et de resserrer la relation entre les États-Unis et Israël, tout en la protégeant des évolutions de la politique américaine. À votre avis, Matt, combien de temps cela va-t-il prendre? Si l'on part du principe qu'ils vont obtenir ces 2 résolutions en leur faveur, le changement va-t-il se produire du jour au lendemain ou faudra-t-il du temps? Parce que c'est quelque chose de nouveau. Ce seront des changements totalement nouveaux pour tout le pays, qui va vivre quelque chose de nouveau. Les forces, tout le monde, les commandants, tous devront s'adapter à cette nouvelle réalité.
Je pense que la question la plus importante, l'aspect le plus important, c'est de savoir combien de temps ils ont, n'est-ce pas? Donc j'imagine, enfin l'élément clé de cette législation qui crée cette fusion, c'est qu'ils mettent en place un agent exécutif qui sera responsable de tout ce qui concerne Israël au sein du département de la Défense. Et cet agent exécutif aura la capacité de passer outre toute personne au sein du complexe militaro-industriel. En substance, à ce stade, probablement à l'exception du secrétaire à la Défense et du président des États-Unis. Je pense donc que l'essentiel est de savoir à quelle vitesse ils peuvent installer cette personne. Cette personne pourra alors commencer à bâtir cette infrastructure, commencer à créer, vous savez, à concrétiser cette fusion et à intégrer cette législation dans la réalité. Oui, créer des faits accomplis pour que le jour où peut-être une autre administration ou un autre congrès aura la capacité politique de défaire s'ils le font un jour, ce soit devenu tellement difficile à démêler et à annuler que cela paraisse presque impossible. Et j'imagine que les architectes de ce plan ont déjà en tête là où les personnes qu'ils voudraient voir jouer ce rôle d'agent exécutif. Donc je pense que la question sera surtout à quelle vitesse peuvent-ils mettre cette personne en place? Je ne sais pas si l'agent exécutif, ce poste-là, devrait être confirmé par le Sénat américain ou non, ou si le secrétaire à la Défense peut simplement nommer cette personne. Enfin, je ne sais pas. Comme nous le savons, le langage employé ici est vague, large et pas très détaillé. Mais je pense que la question la plus importante, ce n'est pas à quelle vitesse ils peuvent commencer, mais jusqu'où ils peuvent aller. Que peuvent-ils accomplir d'ici au 20 janvier 2029? Parce que ce prochain congrès, même s'il est démocrate, ne fera rien pour détricoter cela. Les démocrates ont voté pour avec enthousiasme. Mais, vous savez, peut-être qu'en 2029, vous aurez la possibilité de revenir en arrière. Sinon sur la totalité, au moins sur une partie. L'idée donc, c'est de rendre cela aussi permanent, aussi concret que possible, aussi vite que possible, afin qu'il ne soit plus possible de le détricoter ou de l'abolir. Oui, c'est compliqué. Oui. Merci. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir. Great pleasure, as always. Merci Nima.